Bien, débat sur la retraite oblige. Nous avons des rangs très clairsemés aujourd'hui. Néanmoins, nous allons tenir évidemment à cette audition en bonne et due forme. Donc nous vous souhaitons la bienvenue, Monsieur Olivier Christen, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, Monsieur Julien Retailleau, sous-directeur de la justice pénale spécialisée, Madame Claire Martineau, chef du bureau d'exécution des peines et des grâces. Donc soyez les bienvenus. Merci d'être là. Un des thèmes au cœur de nos travaux de notre commission a trait à la prévention et à la lutte contre la radicalisation en prison. Vous le savez, je pense, si vous avez suivi un petit peu les auditions. Comme vous le savez, donc, l'agresseur d'Ivan Colonne possédait, ce que l'on pourrait ainsi dire, la double qualité de terroriste islamiste et de radicalisé. Comme vous le savez également, cet individu n'aura jamais été orienté en quartier d'évaluation de la radicalisation au cours de sa détention, en dépit des 5 propositions en ce sens, émises par les CPU uniques successives qui ont eu à connaître ce dossier. Donc évidemment, nous allons nous focaliser sur les modalités d'orientation des détenus en CAIR et sur la compétence des différents acteurs susceptibles d'intervenir dans ce domaine. Évidemment, à la lumière du cas qui nous occupe, puisque ça a été posé à maintes reprises, était-il fréquent que l'autorité judiciaire, le parquet comme le siège, puisque c'est pointé par l'inspection générale de la justice, émet des avis sur des propositions d'orientation en CAIR. On ne parle pas évidemment du transfèrement en tant que tel, puisque ça a été déjà aussi évoqué, pour lequel l'avis est légitimement requis, mais bien de l'opportunité du transfèrement en CAIR. Car c'est ce qui s'est passé pour Franck Alongabé. Nous avons également constaté, et l'inspection générale de justice le relève également, que le rôle et la vocation des CAIR étaient diversement appréciés par les acteurs qui sont venus devant cette commission, malgré ce qu'indique le code de procédure pénale. Alors comment l'expliquer? Comment expliquer ces divergences d'appréciation très, très larges, très antinomiques, alors que nous savons aujourd'hui que les décisions d'orienter ou non au sein de ces structures peuvent être lourdes de conséquences, comme le drame qui est survenu il y a 1 an dans la centrale d'Arles. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un effort de pédagogie, d'harmonisation, d'explication à entreprendre? Est-ce qu'il n'avait pas été entrepris depuis la création des CAIR? C'est une question qu'on se pose, vu l'écart important qui existe dans les analyses, malgré ce qui est écrit dans le code. Évidemment, s'agissant de l'exécution des peines, comment analysez-vous l'application du régime de réduction des peines ou de retrait de telles réductions à des profils les plus complexes et au parcours carcéral chaotique et heurté comme celui de Franck Alongabé? C'est une question sur laquelle nous reviendrons. Et évidemment, nous aborderons aussi le cas d'Ivan Colonne. Il a été élu un traitement ou une mobilisation particulière sur ce genre de cas. On parle des détenus, évidemment, du commando d'Irignac, puisque c'est dans la sphère du débat politique, démocratique et juridique. Et c'est des questions que nous avons posées aussi à des audités. Et quelle a été votre connaissance de faits, de réunions, d'échanges particuliers concernant ces détenus? Je fais le tableau, évidemment, des choses qu'on sera amené à aborder ensemble, sans préjudice d'autres questions, évidemment, que nous serons amenés à poser. Monsieur le directeur, notre rapporteur vous a adressé un questionnaire pour vous permettre de préparer, évidemment, cette audition comme il est d'usage. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ultérieurement à la commission les éléments de réponse écrits et puis tout autre élément que vous jugerez utile de porter connaissance à notre commission. Sans plus attendre, je passe la question à monsieur le rapporteur, Laurent Marcangeli. Merci Monsieur le Président. Madame, Messieurs, bonjour. Vous avez été effectivement destinataire d'un questionnaire comportant 7 questions. Je ne vais pas être plus long pour l'instant. Je vais vous laisser prêter serment comme le veut notre règlement et ensuite je poserai des questions au regard de ce que vous aurez dit et au regard de ce que vous aura demandé également Monsieur le Président. Bien, donc sans plus attendre, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie chacun à votre tour d'activer votre micro, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Merci. Je le jure. Il faut simplement activer votre micro, s'il vous plaît. Je le jure. Je le jure. Bien, merci. Pour entrer dans le vif du sujet des questions, la première qui me vient sous le sens, c'est évidemment, en me référant au rapport de l'inspection générale de la justice, c'est évidemment votre avis sur ce que dit le rapport de l'inspection générale de la justice sur la question du débat du transfert en CAIR.
puisque une des grandes critiques qu'émet l'inspection, c'est quand même l'intervention dans le post-sententiel, notamment lors du premier débat sur ce transfèrement en 2019, des juges d'application de la peine antiterroriste et du parquet national concernant les avis réservés et très réservés sur les demandes faites par la CPU de l'époque à Condé-sur-Sarthe pour le transfert en Caire de Franck Elongabé. Ma question est simple. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas similaires ou est-ce qu'on est sur un cas qui est de l'ordre de l'exception en la matière, lié à la perception d'une dangerosité dont on sait aujourd'hui qu'elle est très haute, puisque nous avons des services de renseignement ici qui sont venus nous dire qu'il était dans la catégorie des hauts du spectre. C'est la première question que je vous poserai à ce niveau-là, et quel jugement vous portez aussi sur les conclusions sur ce point donné par l'inspection, mais aussi des avis contraires, notamment de la direction d'administration pénitentiaire sur ce point-là. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, bonjour. Merci de nous avoir invités à participer à vos travaux. Pour vous dire, peut-être à titre liminaire, avant de répondre à l'ensemble des questions que vous avez posées, et puis et notamment que vous nous avez transmises et qui balayent, je crois, l'essentiel des sujets tels qu'ils peuvent se poser auprès de la direction des affaires criminelles et grâces que je dirige depuis maintenant 3 ans. Pour vous dire avant tout que, évidemment, l'assassinat d'Ivan Colonne a été un drame et un choc pour l'institution judiciaire et pénitentiaire, qui, sous la responsabilité desquels il était placé lorsqu'il était tenu à la maison centrale d'Arles, et qu'ainsi, indépendamment des investigations diligentées par les services antiterroristes du tribunal judiciaire de Paris, il nous appartient tous collectivement, je crois, et à essayer d'identifier si en effet il y a eu des dysfonctionnements qui ont été à l'origine de ce drame, et de voir comment on peut, à partir de là, travailler à éviter que une telle situation se reproduise. Et c'est la raison pour laquelle nous avons contribué de façon assez importante aux travaux de l'inspection générale de la justice, dont le rapport vous a été remis, et que nous félicitons des travaux qui sont conduits ici et qui, nous pensons, permettront en effet d'avancer. Je vais répondre à ce que vous avez soulevé comme question, mais il me semble important, pour que vous puissiez percevoir le sens de ma réponse, de vous rappeler peut-être en quelques mots auparavant de quelles sont les missions de la direction des affaires criminelles et des grâces, puisque à partir de là, vous percevrez davantage comment je me positionne par rapport aux différentes questions qui ont pu être posées par votre rapporteur. La DSCG exerce donc l'attribution du ministère de la Justice en matière pénale. Et à ce titre, elle a 3 missions principales, qui sont de contribuer à l'élaboration de la législation et de la réglementation en matière pénale et en matière de procédure pénale, de préparer les instructions générales, et le terme est important, d'action publique, et de coordonner et d'évaluer ensuite leur mise en application, et de contrôler l'action publique par les parquets généraux et les parquets. Et c'est dans ce cadre-là que se situe l'ensemble des relations que nous avons avec les autres départements ministériels du gouvernement, les autres directions du ministère de la Justice, et puis lorsque nous sommes dans le cadre de travail d'élaboration de la norme, évidemment en lien avec votre Assemblée ainsi qu'avec le Sénat. Dans le cadre de ces activités, la DSCG a participé bien évidemment à l'ensemble des travaux qui ont été conduits en matière de lutte antiterroriste depuis de nombreuses années. Et comme vous le savez, et je veux l'appréhender dès maintenant, puisque un certain nombre de questions qui ont été posées par votre rapporteur ont trait aux différents dispositifs de réduction des peines et des différents points qui étaient ouvrables. Le dispositif antiterroriste qui est né en 1986, je ne vais pas revenir jusqu'à cette partie-là, mais a considérablement évolué, notamment depuis 2016, et c'est-à-dire postérieurement à la période d'arrestation et d'incarcération de monsieur Elongabé. Et je crois que c'est important à rappeler par rapport au cadre général qui était celui-là au moment des faits. Depuis 2016, en effet, plusieurs lois sont intervenues, des lois qui sont, et plusieurs points sont intervenus, donc qui sont venus à doter magistrats et enquêteurs de nouveaux pouvoirs d'investigation,
D'autre part, un certain nombre de dispositifs qui sont venus renforcer la réponse pénale s'agissant des peines et des mesures de sûreté qui sont encourues, notamment en ce qui concerne l'augmentation de la peine encourue pour les actions de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes, l'instauration de la période de sûreté spéciale et d'une peine incompressible, puis la création de nouvelles mesures de sûreté et aussi des mesures qui pouvaient intervenir ensuite de la remise en liberté des personnes concernées. Et puis ça a consacré de nombreuses dispositions dérogatoires en matière de suivi des personnes condamnées en matière terroriste, et notamment le durcissement des possibilités d'octroi de libération conditionnelle, l'exclusion du bénéfice des crédits d'introduction de peine et certains modes d'aménagement de peine, tous dispositifs qui sont intervenus donc à partir de 2016, soit après les faits et le moment de l'interpellation de M. Elongabé, et c'est important par rapport à la suite du dispositif. Enfin, pour être général et sur les points sur lesquels nous travaillons, la Direction des affaires criminelles et des grâces participe évidemment à la mise en œuvre du plan interministériel d'action contre le terrorisme qui est piloté par la CNRLT, et ma direction contribue également à ce titre au dispositif de prévention et de la lutte contre la radicalisation dont l'autorité judiciaire est évidemment un acteur essentiel. Donc tout ça, c'est ce que nous faisons, et tout ce que je viens d'indiquer, c'est tout ce que nous faisons en lien, donc, comme je vous le disais, avec les autres départements ministériels et avec, pour le ministère de la Justice, avec la direction de l'administration pénitentiaire. Mais à partir de là, il y a tout ce que nous ne faisons pas. Et c'est important de le souligner parce que si le rôle de la direction est, comme je disais, d'établir la norme et de donner les instructions générales de mise en œuvre de la norme et les instructions générales en matière de politique pénale, puis après d'évaluation des dispositifs qui sont mis en œuvre. Et pour cela, on anime un certain nombre de réseaux, et notamment en ce qui concerne la matière terrorisme, on anime le réseau des référents terroristes. En revanche, la direction des affaires criminelles et des grâces, donc si elle prépare les instructions générales et contrôle l'exercice de l'action publique, je rappellerai, conformément à la loi du 27 juillet 2013, la direction des affaires criminelles et des grâces ne donne pas d'instructions dans les procédures individuelles. Et la direction des affaires criminelles et des grâces ne donne pas d'appréciation sur le traitement des procédures individuelles par les juridictions. C'est a été une évolution majeure de notre cadre d'intervention par le législateur, et qui a voulu s'inscrire ainsi dans un respect de stricte séparation des pouvoirs tel que défini par la Constitution entre ce qui relève de l'exécutif, que je représente en partie ici, et de l'autorité judiciaire. Et l'ensemble des décisions qui sont prises sur les mesures individuelles relèvent de l'appréciation souveraine des magistrats, que ce soit les magistrats du parquet ou les magistrats du siège lorsqu'ils sont concernés. Je crois que c'est important à avoir à l'esprit, puisque à partir de là, pour répondre directement à la question que vous avez posée, il y a un cadre qui est défini par la loi d'intervention des uns et des autres en ce qui concerne les éventuels lieux d'affectation, que ce soit quel établissement pénitentiaire et pour y faire quoi. Et comme vous le savez, le cadre qui est défini par la loi prévoit un certain nombre de possibilités d'intervention de l'autorité judiciaire en ce qui concerne notamment les transfèrements de personnes, et éventuellement voir si le transfèrement a pour objectif l'affectation dans un QER pour les personnes qui sont suspectées de radicalisation par la suite. La loi telle qu'elle le définit aujourd'hui définit 2 stades de l'intervention de l'autorité judiciaire dans les cas de transfèrement, soit un stade où, lorsque les personnes sont détenues provisoires, qui est le premier cadre dans lequel les gens peuvent être appelés à être transférés pour faire l'objet d'évaluation. Et à ce moment-là, l'administration pénitentiaire peut prendre la décision et la soumet aux instructions, lequel peut s'opposer éventuellement au transfert en question pour des raisons qui sont liées aux impératifs de son information judiciaire. Et puis il y a un autre cadre de transfèrement qui est évidemment pour les personnes condamnées, et l'administration pénitentiaire est décisionnaire à ce moment-là, mais elle prend l'avis, comme vous l'avez rappelé, à la fois du parquet et de le juge d'application des peines, et aussi à ce moment-là peuvent donner un avis favorable ou défavorable, mais qui est essentiellement lié au bon suivi des mesures d'application des peines qui sont mises en œuvre, sachant qu'en matière terroriste, depuis les lois 2016, le système est centralisé, et c'est le système parisien qui gère l'ensemble de l'application des peines des personnes qui sont détenues en matière terroriste.
Sur les questions de transfèrement et d'affectation des cairns, il n'y avait pas eu d'intervention spécifique de la direction dans les instructions qui avaient été données, au-delà des présentations générales qui avaient pu être faites de ce qui existait en matière de prévention de la radicalisation, sur la façon dont ces transferts ou le positionnement de l'autorité judiciaire devait être prise, puisque en fait ça relève très clairement de l'appréciation d'une situation individuelle qui n'appelait pas au-delà de ça de précision de la part de la direction qui est la mienne. Alors toutefois, on a pris en compte les observations qui ont été faites par l'inspection générale de la justice, et notamment la recommandation numéro 8, qui avait demandé à ce qu'il soit précisé les conditions qui devaient être prises en compte, ou plus exactement, préciser que certaines situations individuelles ne devaient pas faire l'obstacle du transfèrement. Ça fait l'objet d'une note de la direction de l'administration pénitentiaire qui a été faite ensuite de l'inspection générale, qui a été d'expliquer plus en détail comment la situation de dangerosité des personnes ne devait pas être un obstacle au fait qu'ils puissent être transférés pour être affectés en CAIR. Et c'est un point que j'ai rappelé moi au niveau du procureur général de Paris et du procureur de la République antiterroriste, pour préciser donc cette recommandation qui avait été faite par l'inspection générale de la justice sur ce sujet-là. C'est en fait le seul point sur ces questions de transfèrement ou d'affectation en CAIR sur lequel nous avons été appelés à nous prononcer, encore une fois dans un cadre d'instruction générale, sans appréciation sur des situations individuelles qui pouvaient évidemment avoir été soumises antérieurement et qui pourraient être soumises postérieurement. Et ceci étant rappelé, pour le point spécifique que vous avez soulevé, nous ne sommes donc jamais intervenus parce que ce serait contraire à la loi de 2013 et donc à l'article 30 du Code de procédure pénale aujourd'hui. Nous ne sommes jamais intervenus pour donner une appréciation dans une situation individuelle qui relevait donc de la situation de Franck Elongabé, de savoir où il devait être détenu ou s'il devait être transféré ou non pour être affecté ou non en CAIR. Ce n'est pas un sujet sur lequel la Direction des affaires des crimes et des grâces intervient sur la situation individuelle. Et donc par la suite, nous n'avons pas d'éléments en fait, d'appréciation particulière sur la situation, dès lors que nous ne connaissons pas les dossiers individuels sur lesquels l'autorité judiciaire peut être appelée à se prononcer. Pour être tout à fait honnête, sur la situation a fortiori de détenus condamnés, de là où ils sont détenus, et des éventuels transferts de détenus qui peuvent être effectués sur quelqu'un dont la condamnation est définitive, il y a un suivi de la direction qui est en général totalement inexistant, puisqu'en fait on ne relève plus d'un sujet de pilotage des politiques pénales, puisqu'en fait on est postérieur à l'action des politiques pénales, c'est juste le régime d'exécution qui est mis en œuvre. Donc sur les situations, la situation particulière qui a été concernée en l'espèce, c'est pas un champ sur lequel il y a une intervention de la direction sur les cas particuliers. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Il y a un sujet que je voudrais évoquer qui n'est pas un sujet piège puisqu'il fait partie des questions que je vous ai posées. C'est sur ce qui concerne les crédits de réduction de peine, y compris donc pour quelqu'un qui est dans le cadre de condamnation pour des faits liés au terrorisme islamiste. Voilà, moi je veux savoir tout simplement comment ça fonctionne et plus précisément, c'est la question numéro 5, hein, c'est les dispositifs dont a bénéficié par rapport à la loi monsieur Franck Elongabé. Alors, le régime des crédits de réduction de peine et qui était plus large auparavant, puisqu'il concernait aussi ce qu'on appelait les réductions de peine spéciales, a évolué beaucoup sur la période que j'indiquais. C'est pour ça que je commençais avec cela sur les différentes phases législatives. Alors on vous répondra plus en détail par écrit, puisque je vais peut-être juste balayer le sujet général, mais il y a deux points à avoir à l'esprit sur en tout cas le régime, les trois étapes du régime. Il y a celui qui est avant le 2016,
la loi 2016 jusqu'à la loi 2021, et puis le régime qui est le régime actuel. Avant 2016, c'est le régime de droit commun qui existe. En 2016, il y a la suppression des crédits de réduction de peine pour les détenus pour des faits de terrorisme. En revanche, il y a le maintien les concernant du régime des réductions spéciales de peine qui continue à s'appliquer. Et puis la loi Confiance qui a complètement refondu le dispositif des réductions de peine avec la suppression des crédits de réduction de peine, et c'est-à-dire que les réductions de peine qui étaient automatiques, et le maintien des seules réductions de peine spéciales qui sont uniquement fondées là sur les comportements des détenus, et avec un régime spécifique pour les détenus en matière de terrorisme, puisqu'ils ne peuvent bénéficier que de la moitié du quantum qui peut être attribué aux personnes de droit commun. On rentre plus en détail dans ce qu'on vous adressera, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, dans la situation de tout le système tel qu'il a évolué, étant un système qui est plus sévère que le système précédent, en fait, n'est applicable que pour les personnes qui ont commis des faits postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. En l'occurrence, en ce qui concerne Franck Elongabé, il était pour les faits pour lesquels il est détenu soumis au régime antérieur à 2016, c'est-à-dire le régime de droit commun en matière de terrorisme, c'est-à-dire à la fois le régime des crédits de réduction de peine classique et le régime des réductions de peine spéciales qui sont attribuées par le juge de l'application des peines, sachant que pour le régime des crédits de réduction de peine, donc vous l'indiquez, c'est un régime qui était automatique, sauf appréciation particulière que pourrait avoir le juge de l'application des peines sur les retraits éventuellement de ces crédits de réduction de peine. Monsieur Christen, si cela ne vous dérange pas, je vais caresser par un certain nombre de questions vos anciennes fonctions aussi, puisque nous sommes évidemment dans cette douloureuse affaire avec un parcours, on le dit souvent, en miroir de deux individus, donc un parcours carcéral et judiciaire de Franck Elongabé, avec de grandes interrogations et des choses qui ont été y compris mises ici qui interrogent, je parle dans les travaux de la commission, et le parcours du DPS Yvan Colonne, puisqu'ils étaient tous les deux sous le régime du détenu particulièrement signalé. Donc, je vais m'attarder donc évidemment sur la question d'Yvan Colonne et du commando dit Erignac, puisqu'on ne peut pas en faire l'économie dans nos travaux, dans la mesure où effectivement, peut-être que s'ils avaient été rapprochés, d'aucuns pensent qu'Yvan Colonne serait toujours vivant aujourd'hui. Bon. Donc vous avez été chargé vous avez eu d'éminentes fonctions, vous avez été évidemment au sein du cabinet de la garde des Sceaux, vous avez été conseiller justice du Premier ministre en 2016. Donc ma question est d'abord très simple. Est-ce que vous avez eu à connaître des réunions particulières concernant la gestion de certains types de détenus, qui peuvent être ceux-ci, des détenus corses, au commando d'Erignac, éventuellement aussi des détenus basques, évidemment, dans des réunions particulières et qui faisaient état, évidemment, directement ou indirectement, de l'extrême attention liée au traumatisme qu'avait été l'assassinat du préfet Claude Erignac et l'attention qu'il pouvait avoir vis-à-vis des parties civiles et de la famille Erignac concernant les peurs, les craintes de rapprochement, voire d'aménagement ou de discussion, puisqu'il y avait une demande quand même très forte, politique, sociétale, familiale, déjà pour le rapprochement familial, dont on sait qu'il était lié au maintien du statut DPS ou à l'aménagement, à minimum, d'un quartier identifié au sein du centre de détention de Bourg à réaliser. Donc, ce sont des demandes donc, est-ce qu'il y a eu une gestion particulière, des relations particulières sur ces questions-là? Est-ce qu'il y avait un traitement particulier, une attention particulière sur ces questions-là lors de vos précédentes fonctions? Et est-ce que vous pensez que le traumatisme de l'assassinat du préfet Claude Erignac a joué dans la perception de l'application soit du maintien du statut de DPS, soit de la non-réalisation d'aménagements liés à la possibilité de transférer en tant que tel?
Très sincèrement, sur les périodes où j'ai exercé les fonctions que vous indiquez, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu des réunions spécifiques concernant les situations des membres du commando Erignac et de leur incarcération et de leur statut particulier. Très honnêtement, il est possible, je ne me rappelle absolument pas, qu'il y ait eu, c'est possible que c'est des périodes où il y a eu des questions de maintien ou de renouvellement du statut, mais ça n'a pas été l'objet d'un débat particulier, en tout cas auquel j'aurais pu participer. Le statut de DPS pour des personnes qui sont condamnées pour assassinat en lien avec l'entreprise terroriste, c'est pas quelque chose qui en soit soulevé de questions particulières. C'est d'autant plus que quand, à l'époque où j'exerçais les fonctions, il y avait très peu de personnes qui étaient concernées par ce statut-là. Il devait, étaient condamnés de ce chef et qui, partant, étaient de ce statut-là. De souvenirs comme ça, il y a donc les 3 condamnés du commando Erignac et concernant les États, il devait y en avoir 3, si mes souvenirs sont, de ce que je me rappelle des membres de l'ETA, 3 qui étaient sous ce statut-là, qui étaient ceux qui avaient commis l'assassinat des policiers espagnols à Cap-Breton et ceux qui avaient assassiné, qui étaient les mêmes pour l'un d'entre eux, le policier français en Seine-et-Marne. Voilà, je pense que c'est ce statut de personnes qui étaient condamnées de ce chef-là était suffisamment rare pour que en fait, la question ne se pose pas vraiment sous ce chef-là. Donc, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu une question spécifique. C'est des personnes qui étaient condamnées pour parmi les faits les plus graves qui sont dans le code pénal et qui pouvaient, ça remonte à plusieurs années maintenant, mais pouvaient légitimement être considérées comme présentant une situation de dangerosité particulière qui peut relever de ce statut-là. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu de débats et de questions particulières les concernant. Vous comprenez bien que si je vous pose la question, c'est parce que je vais pointer un point particulier. C'est parce qu'on a été interrogé. Bon, évidemment, si je vous pose la question, c'est par rapport au rapprochement familial, hein, soyons bien d'accord. Donc, on connaît bien maintenant ces critères d'instruction ministérielle concernant le DPS, et on sait très bien, à l'instar de ce qu'a dit Laurent Ridel de manière tout à fait honnête sur ce point, que 3 concernent l'administration pénitentiaire, 3 autres ne concernaient pas l'administration pénitentiaire. Autrement dit, quel qu'ait été leur parcours carcéral, leur évolution carcérale, et en l'espèce, les jugements portés sur Yvan Collin étaient d'un parcours correct, voire très correct, à l'inverse des Longabé, sur lesquels nous sommes obligés de constater une marche en avant vers la détention ordinaire et à l'emploi général, malgré sa dangerosité maintenant référencée comme haut du spectre en tant que terroriste islamiste. Vous comprenez bien que la mise en relation des deux choque un peu. Même si l'un est condamné à perpétuité et l'autre non, il y a quand même quelque chose qui dans l'intégration du parcours carcéral, qui ne va pas. Je vous pose cette question tout simplement parce que vous étiez aussi garde des Sceaux, et si je prends le cas de Pierre Alessandre, parce que ça, on parle quand même du commando d'Irignac, une difficulté à comprendre qu'il n'y ait pas une perception particulière de le traumatisme qui a été l'assassinat de préfet Erignac dans les sphères de justice, quand on connaît aussi l'histoire des contentieux liés au problème du DPS les concernant, et concernant Yvan Collin. Si je ne m'abuse, en 2019, Pierre Alessandre a eu un avis favorable de la commission locale DPS, donc de Poissy. Donc ça fait un des 3 détenus qui a eu des avis favorables pour la levée du statut DPS. Donc c'est bien réglementairement la chancellerie qui a décidé de ne pas suivre la commission locale DPS. Si je prends ce cas-là de l'année 2019 ou de l'année 2020, mais à ce moment-là c'était Jean Castex par déport du Dupond-Moretti qui a pris la décision. Donc c'est bien la décision politique qui intervient. À l'inverse, certes, une commission locale qui ne lit pas l'avis du ministre, mais qui, de manière pluridisciplinaire, décide la levée du statut DPS. Donc c'est sur ces conditions-là qu'on s'interroge. C'est pas, étant entendu qu'il s'agissait de lever le statut DPS pour ceux qui estimaient qu'il devait être levé, comme c'est le cas de cette commission locale de Poissy, pour permettre le rapprochement familial. Alors je vais vous poser la question différemment. Comment vous traitiez les demandes de rapprochement familial dans le cas de ces détenus-là? Est-ce qu'il y avait une réflexion particulière sur le rapprochement familial de ces détenus-là, maintien ou pas du statut de DPS? Non, comme je l'ai dit, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu un échange particulier sur cette approche-là et de savoir si il devait être levé un statut pour permettre de bénéficier d'un
autre dispositif qui est celui de l'arrangement familial. On était sur honnêtement, c'était les quelques personnes qui étaient condamnées de ce chef-là, qui est le plus grave que prévoit le code pénal. Et à ce stade-là, je pense qu'il n'y a pas d'autres discussions qui étaient faites dessus. Donc, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu des ça s'est discussions, jamais mais en posé. tout cas, j'ai pas souvenir qu'ait été abordée la question sur l'éventualité réelle de levée de ce statut. Ouais. Ça s'est jamais posé. Je vous dis pas que ça s'est jamais posé. En tout cas, j'ai pas question que si ça s'est posé, ça n'a pas été une question qui s'est posée de façon très très compliquée. C'est en gros, si elle s'est posée. Enfin, si vous voulez, si la question a été abordée, ça a été abordé que sous l'angle assez rapide, vu les faits pour lesquels les personnes concernées sont condamnées. En l'état, il n'y a pas de levée du statut de DPS. Bien, Donc ça aille au-delà d'une analyse plus complexe sur le sujet. Enfin, pas de mes souvenirs en tout cas. Bien. Monsieur le rapporteur. Je retourne ma collègue. Écoutez, moi, je n'ai plus de questions à ce stade, hein, donc on peut mettre un terme à cette audition, vu les éléments de réponse écrits qui seront certainement apportés. Merci à vous.